que c'était long avant d'arrêter de t'automutiler, premièrement? Est-ce que ça a pris du temps? Non, mais la période vraiment où je me faisais du mal, où je me frappais, où je me blessais, où j'empêchais mes blessures de guérir, où, tu sais, vraiment tout était... Attends, je t'arrête, là. T'empêchais tes blessures de guérir. Comment tu faisais pour cacher ça aux autres? Bien, c'est sûr que j'allais pas faire ça sur des parties évidentes, là, bien évidemment. J'essayais de garder ça... Donc, personne ne le savait? Mais non, pas du tout. Puis en plus, évidemment, j'étais pas très fière de mon corps, donc je m'habillais vraiment toujours en conséquence qu'on ne le voit pas. Mais ce que j'entends, c'est que t'avais... À ce moment-là, tu n'avais personne à qui confier ta douleur ou ton anxiété ou ta peine. Tu étais vraiment... tu n'avais pas d'amis. Quand on vit cette situation-là, on ne veut pas nécessairement que les gens soient au courant de ça. Non, donc, j'imagine même pas. si je commençais à me faire des amis, c'était pas à eux que j'allais partager ça. Et tout ça, en fait, tout ce mal-là que je me suis fait, ça a commencé par la solitude. Les préjugés qu'on voit parmi les jeunes, c'est beaucoup « Ah, ben cette personne-là, elle fait exprès, elle cherche l'attention. C'est un manipulateur, c'est une manipulatrice. » Ou bien les parents disent « Ben c'est pas vrai, là, c'est juste pour nous faire réagir. » Alors que c'est pas tout à fait exact, parce que cette personne-là a tellement besoin d'avoir une meilleure communication avec les autres qu'elle aurait besoin d'être entourée, mais ça peut pas arriver parce que ce comportement-là met une distance, finalement, par rapport aux autres. Tu veux pas que les gens le voient parce que c'est gênant, sur le coup. C'est vraiment gênant, tu veux pas te faire juger. Mais en même temps, tu veux, d'une certaine manière, tu veux que les gens le voient. Tu sais, je me suis dit, s'ils voient mes marques, bien, ils vont comprendre que j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de quelqu'un pour moi. Beaucoup de jeunes ne le disent pas, ne vont pas chercher de l'aide, donc ça reste secret. À partir du moment où un jeune va, par exemple, s'ouvrir à sa meilleure amie, son meilleur ami, puis que l'information va arriver à sa famille, ou bien c'est un adulte qui va aller chercher de l'aide. C'est habituellement plus de l'ordre de la psychologie, donc de la psychothérapie, pour essayer d'observer qu'est-ce que c'est les facteurs de stress qui sont autour du comportement ou de la détresse au niveau de la gestion des émotions. Je me suis sortie de cette situation-là à force de rencontrer mon psychologue qui m'a vraiment aidée dans cette situation-là, vraiment, parce qu'il est venu un bout que c'était la seule personne à qui je me confiais. Je me confiais pas à mon père, je me confiais pas à ma mère. On a beau vivre dans la même maison, on sait pas vraiment ce que l'autre personne vit. Hein. Moi, j'ai une sœur, puis on vit deux vies complètement différentes, même si on vit dans la même maison. Vraiment d'écouter l'enfant, de parler avec, passer du temps avec, développer un lien. Mais les réseaux sociaux ont aussi une part de positivité. Il y a des gens qui font des comptes de guérison un peu, puis qui partagent des photos, puis des phrases inspirantes, des images inspirantes. Ça aide vraiment beaucoup. Qu'est-ce qui a fait que tu as pu t'en sortir? C'est que ma sœur, elle m'a dit, à un moment donné, elle m'a dit « Valérie, là, je vais te le dire, t'as l'air d'une menthe religieuse. » Parce que j'ai des bras, genre, très longs. Et là, une fois que j'étais très maigre, ben c'était pas très beau. Ça m'a comme fait me rendre compte, OK, j'ai un problème. Parce que tout le temps que je suis obsédée à pas manger, à me faire du mal, à me haïr, tu sais, il y avait des moments même que j'allais pas à l'école parce que j'arrivais pas à supporter le regard des gens sur moi, tu sais. Donc, quand ma sœur me dit ça, là, c'est le premier déclic, c'est OK, il y a quelque chose qui va pas. Comment on peut gérer nos émotions, comment on peut vivre certains échecs, certaines difficultés sans toujours être parfait. Parce que souvent, la perfection, la performance dans notre société est encore très valorisée et certains jeunes n'y arrivent pas. Puis la majorité, on n'y arrive pas tout le temps, on ne peut pas être parfait tout le temps. Donc, comment on peut encourager que les erreurs, les difficultés, ça fait partie de la vie, puis pas juste montrer toujours des gens qui sont parfaits. C'est là que je suis allée parler avec la psychologue de l'école. C'est là que ça a commencé. Ça t'a pris du courage, ça, quand même? Énormément, mais je pense pas avoir avoué vraiment tout ce que je me faisais, là, à ça. Mais c'était déjà comme une ouverture sur « aide-moi ». Exactement. Là, tu avais accepté qu'il fallait que tu sois aidée, Exactement. là. Gabrielle, montre-moi tes bras. Non. Montre-moi tes bras. Il y a rien! Tu continues. Ça t'a pas suffi, ça t'a pas fait assez peur, l'hôpital. Qu'est-ce que tu cherches, Gabrielle? Qu'est-ce que tu cherches? Daddy, je vais mourir. Je vais mourir. 50 des personnes qui ont des comportements d'automutilation ont aussi des idées suicidaires. D'où l'importance de chercher de l'aide auprès d'un professionnel. Je dirais aux parents de ne pas penser que ça va passer tout seul, d'en parler et de ne pas avoir peur des mots. Ça a été dur de se le faire mettre, comme on dit, d'en face directement.
Mais les questions qu'elle m'a posées, c'était dur à poser, puis elle a eu la force de le faire, de dire qu'est-ce qui va pas. Je le sais qu'il y a quelque chose, puis c'est difficile, t'as juste le goût de t'enfuir. Mais une fois que c'est sorti, t'en es libéré. Puis c'est difficile, mais ça vaut de l'or. Je suis comme dans une émotion. En plus de sa psychothérapie, c'est le sport qui a permis à Juliette de retrouver son équilibre. Du sport, pour moi, qui est devenu vraiment le symbole positif de ma vie, qui me fait de sorte que je me sentais bien dans ma peau, que le soir, je rentrais puis j'étais contente d'aller courir. C'était comme mon moment personnel de bonheur dans ma journée. La relaxation par le fait de se couper, donc l'aspect des endorphines, on pourrait peut-être la comparer à des personnes qui courent, qui font du jogging, qui s'entraînent de façon assez rigoureuse, importante, et qui se sentent mieux après avoir couru. Puis ils nous disent, si je cours pas, je me sens pas bien, je me sens tout croche, donc il faut que j'aille courir à tout prix. Donc il y a comme une certaine habitude, puis même dépendance finalement à la course. Donc on pourrait faire un certain parallèle avec ça, sauf que c'est beaucoup plus acceptable de faire de la course finalement que de se couper ou d'avoir des comportements d'automutilation. Juliette a choisi la course. Amy, elle, a choisi d'écrire. Son roman, Objectif Vancouver, a été récemment publié. J'ai commencé à me mutiler. La souffrance physique me faisait oublier ma souffrance intérieure et je me sentais mieux pendant un bout de temps. Puis je retombais et je recommençais. Le fait d'avoir sorti ce livre-là, c'est comme si je m'étais débarrassée de cette personne-là. Ce livre-là, c'est la Amy de 15 ans à 18 ans, 19 ans, tout le temps pendant lequel je travaille sur le livre. Quand je l'ai fini, j'ai mis le point final. Je pense que c'est là que ça a tourné la page. Les gens ont mis en place toutes sortes de protocoles de prévention du suicide. Les gens en parlent, on sait qu'il faut en discuter. Maintenant, peut-être qu'au niveau de l'automutilation, on va voir des changements dans la société, surtout que c'est de plus en plus jeune. Je pense que là, on est rendu à regarder l'automutilation aussi comme quelque chose qui aurait peut-être à être mieux encadré puis évalué. L'automutilation commence en moyenne vers l'âge de 13 ou 15 ans. Mais on voit de plus en plus de jeunes de 10 et 11 ans s'adonner à cette pratique. Je pense que les jeunes, on est souvent jugés par rapport à ça. Comment ça se fait que t'es triste, t'as pas vécu grand-chose. Mais c'est pas facile de grandir. Moi, ces années-là, je voudrais pas les revivre. Je pense qu'on devrait tous briser ce tabou-là. C'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. C'est pour briser le tabou puis montrer qu'on peut en parler sans honte, sans gêne. Est-ce que tu as fait la paix avec ton corps maintenant? Je te dirais que je n'ai plus la psychologie d'une anorexique. Je n'ai plus cette tendance à vouloir me faire du mal et à essayer de ressentir quelque chose en m'infligeant des souffrances. J'ai une plus grande acceptation de moi-même, mais je pense que c'est un processus qui est encore en train de se développer. Toi qui es musicienne, qui chante, est-ce qu'il y a une chanson dans la vie qui t'a aidé, qui t'a rassuré, qui t'a réconforté puis qui te suit encore? Moi, là, ma chanson, là... C'est quoi ta chanson? Ma toune, là, c'est « I Will Survive ». Ah oui, cette chanson-là me permet de passer à travers tout dans la vie. Tu veux-tu m'en faire un petit peu? Ah oui. First, I was afraid. I was petrified. Kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights just thinking how you did me wrong. And I grew strong and I learned how to carry on. Bravo! C'est merveilleux. Merci.